Le parfum délicat des pivoines et des roses françaises flottait dans l'air, se mêlant à l'odeur subtile des bancs cirés de l'église Saint-Étienne-du-Mont. De hauts vitraux baignaient la nef d'une lumière dorée, conférant au lieu une atmosphère sacrée, presque irréelle. Camille, installée dans son fauteuil roulant, passait distraitement une main sur la dentelle fine de sa robe de mariée. Son cœur battait à tout rompre sous son corsage ivoire. Aujourd'hui devait être le plus beau jour de sa vie. Elle jeta un regard circulaire à l'assistance. Amis, famille, collègues, tous étaient rassemblés. Quelques chuchotements enthousiastes montèrent des bancs. Un quatuor à cordes, installé près de l'autel, accordait discrètement ses instruments. L'odeur du bonheur flottait dans l'air, palpable, presque étourdissante. Camille sourit malgré elle. Elle avait attendu ce moment toute sa vie. Être regardée comme une femme aimée, désirée, pas seulement comme celle en fauteuil. Enfin, elle prouvait au monde, et à elle-même, qu'elle pouvait avoir droit à une histoire comme les autres. Son téléphone vibra sur ses genoux. D'abord, elle l'ignora. Puis, curieuse, elle baissa les yeux. Un message. Simple. Brutal. « Je suis désolée, je ne peux pas. » Pas d'appel, pas d'autre explication. Camille sentit une chaleur étrange envahir son visage. Elle relut les mots, espérant une erreur, une mauvaise blague. Mais non. Les lettres restaient figées, implacables. Autour d'elle, les voix commencèrent à se taire. Les regards convergèrent lentement vers elle, porteurs d'interrogations puis de malaise. Les murmures cessèrent. Une onde glaciale parcourut l'assemblée. Camille déglutit difficilement. Son bouquet de pivoine glissa de ses mains et tomba au sol dans un bruissement étouffé. Le choc était total. Comme si quelqu'un avait brusquement retiré l'oxygène de la pièce. Elle voulut parler, crier, protester, mais aucun son ne franchit ses lèvres, la mariée abandonnée. Les mots se formaient déjà dans les regards compatissants des invités. Puis, dans le silence embarrassé, un garçon s'approcha. Petit, maigre, avec de grands yeux bruns remplis d'une douceur infinie. Il sortit de sa poche un mouchoir en soie délicatement brodé et le tendit à Camille. « Tenez, murmura-t-il d'une voix timide, était à ma maman. Elle disait que ça aide quand on est très triste. » Camille cligna des yeux, chassant les larmes qui menacèrent de couler. Elle prit le mouchoir avec précaution, comme si C était un objet sacré. Un mince sourire étira ses lèvres tremblantes. « Merci, souffla-t-elle. » Un homme s'avança à son tour, posant une main protectrice sur l'épaule du garçon. Il devait avoir une quarantaine d'années, grand, l'allure élégante mais sobre. Son regard croisa celui de Camille, plein d'une compassion silencieuse. « Excusez-nous, Théo est très sensible, » dit-il, gêné. « Ce n'est rien, » répondit Camille doucement. Le père et le fils reculèrent, laissant Camille seule face à l'ampleur du désastre. Elle inspira profondément, tentant de rassembler ses forces. La foule restait figée, incertaine. Certains détournant le regard par gêne, d'autres observant avec une curiosité malsaine. Camille sentit alors une émotion nouvelle émerger sous la douleur, la fierté. Non, elle ne se laisserait pas humilier davantage. Elle redressa légèrement ses épaules, ajusta les plis de sa robe et, aussi dignement que possible, fit pivoter son fauteuil vers l'allée centrale. Le bruit de ses roues sur la pierre résonna comme un glas. Pas un mot, pas un cri. Juste le silence et la lente avancée d'une femme brisée, mais droite.
Au dehors, Paris continuait à vivre. Des rires éclataient sur les terrasses des cafés voisins. Des touristes prenaient des photos. Des enfants couraient après des pigeons. Camille sortit de l'église, la lumière crue du jour lui brûlant les yeux. Le vent léger souleva les pans de sa robe. Elle ferma les yeux un instant, laissant l'air frais laver sa honte. Quand elle les rouvrit, Laurent et Théo étaient là, debout sur le parvis. Ils ne disaient de rien. Ils étaient simplement là, témoins silencieux de son naufrage. Elle inclina légèrement la tête en signe de remerciement. Puis, sans attendre personne, elle s'éloigna lentement, chaque mouvement douloureux mais décidé. À cet instant précis, Camille ne le savait pas encore, mais c'était aussi le premier pas vers une renaissance qu'aucun d'eux n'aurait pu imaginer. Un chapitre se fermait. Un autre, bien plus grand, s'apprêtait à s'écrire. Le lendemain matin, la lumière pâle filtrait à travers les rideaux entr'ouverts de l'appartement de Camille. Elle était allongée sur son lit, toujours vêtue de sa robe de mariée, froissée et tachée de larmes séchées. Elle n'avait pas eu la force de l'enlever. En fait, elle n'avait eu la force de rien. La robe, symbole de rêve et de promesse, était maintenant une armure inutile, une peau morte qu'elle n'arrivait pas à quitter. Son téléphone vibra quelque part sous les draps, mais elle ne fit aucun mouvement pour le chercher. Elle voulait que le monde entier disparaisse. Plus de messages, plus d'excuses, plus de pitié. Pendant de longues heures, elle resta ainsi, immobile, les yeux fixés sur le plafond fissuré, son esprit vide, comme si tout en elle était éteint. Quand enfin la faim la força à bouger, elle roula lentement son fauteuil jusqu'à la cuisine. Chaque geste semblait inutile. Chaque respiration, une épreuve. Elle ouvrit le frigo, vide, juste une bouteille d'eau et quelques yaourts périmés. Son regard tomba sur un bouquet de pivoine posé sur la table. Les fleurs étaient déjà fanées, leurs pétales tombant en pluie douce sur la nappe blanche. D'un geste brusque, Camille envoya valser le vase. L'eau se répandit au sol, imbibant la nappe et les pétales en une flaque mélancolique. Elle éclata en sanglots. Pas des larmes discrètes, non. Des sanglots rauques, déchirants, qui semblaient venir du plus profond de son être. Des sanglots de rage, de trahison, de désespoir. Elle pleura jusqu'à ce que son corps tout entier soit vidé de ses forces. Quand enfin elle s'apaisa, un calme étrange l'envahit. Un calme froid, presque clinique. Elle retourna au salon et attrapa machinalement un dossier posé sur son bureau. Les comptes de son cabinet d'orthophonie. Camille travaillait depuis 6 ans pour construire cet endroit, dédié à l'aide aux enfants ayant des troubles de la parole. C'était plus qu'un métier pour elle, c'était une mission. En feuilletant les relevés bancaires, une irrégularité attira son attention, puis une autre. Son cœur se serra. Avec une froideur méthodique, elle sortit son ordinateur et commença à examiner les transactions. Ce qu'elle découvrit la glaça d'horreur, des virements suspects, des retraits importants. Des frais inexpliqués. Son ex-fiancé, l'homme qu'elle aimait et en qui elle avait eu une confiance absolue, avait détourné des fonds du cabinet. Il avait puisé dans l'argent destiné au programme pour enfants défavorisés. Il ne s'était pas contenté de la trahir personnellement. Il avait trahi tout ce qu'elle défendait. Camille serra les poings, ses ongles s'enfonçant dans ses paumes. La douleur fit place à une colère brûlante. Une colère pure, glaciale. Non, pensa-t-elle.
Il ne m'emportera pas tout, pas cette fois. Elle prit son téléphone et composa le numéro de son avocat. Sa voix était étonnamment calme lorsqu'elle laissa un message. « Bonjour, maître Lemoine. Ici Camille Dupré. Nous devons parler d'urgence. C'est à propos de malversation financière. » Elle raccrocha, son cœur battant fort mais d'une force nouvelle. Elle n'était plus la mariée humiliée, la femme brisée. Elle était Camille, et elle allait se battre. Après avoir envoyé quelques emails professionnels pour suspendre temporairement les activités du cabinet, elle s'autorisa une pause. Elle roula jusqu'à la fenêtre et observa la ville. Paris semblait indifférente à sa peine. Les passants allaient et venaient, occupés par leurs propres soucis, leurs propres drames. Un léger sourire, presque imperceptible, effleura ses lèvres. La vie continuait, qu'elle le veuille ou non. Il y avait quelque chose de rassurant dans cette permanence. Elle fut tirée de ses pensées par la sonnerie de son téléphone. Un numéro inconnu. Elle hésita un instant, la main en suspens. Puis, avec un soupir, elle décrocha. « Bonjour, Camille Dupré à l'appareil. » Une voix masculine, grave et chaleureuse, résonna dans l'écouteur. « Bonjour, mademoiselle Dupré. Ici Laurent Garnier. Nous nous sommes brièvement rencontrés lors de votre... enfin, à l'église. » Un bref silence s'installa. Camille sentit son cœur se serrer de gêne et de douleur mêlées. Elle ferma les yeux, inspirant profondément. « Oui, je me souviens, » répondit-elle d'une voix plus douce qu'elle ne l'aurait cru. « Je ne veux pas vous déranger. C'est à propos de mon fils, Théo. Il a développé un mutisme sélectif depuis la mort de sa mère. Une amie commune m'a parlé de vous, de votre travail. Je me demandais si vous accepteriez de le voir. » Camille resta un moment sans répondre. Tout en elle criait de se protéger, de ne plus jamais s'impliquer, de rester enfermée dans sa bulle de douleur. Mais l'image de Théo lui revint en mémoire. Ce garçon au regard si triste, si pur, elle ne pouvait pas l'ignorer. « Oui, » dit-elle finalement. « Oui, j'accepte. » Elle sentit une chaleur étrange l'envahir, comme un minuscule rayon de lumière perçant à travers les nuages. « Merci beaucoup, » répondit Laurent, soulagé. « Je vous enverrai les détails. » Après avoir raccroché, Camille resta un long moment à fixer son téléphone. Accepter d'aider Théo, c'était aussi accepter de sortir de son propre chagrin. Peut-être que sauver quelqu'un d'autre était la première étape pour se sauver elle-même. Camille tourna son fauteuil vers son bureau. Elle déposa délicatement le mouchoir que Théo lui avait offert sur l'étagère, à côté de ses carnets de poésie, un symbole, une promesse silencieuse. Et pour la première fois depuis longtemps, elle sentit qu'elle n'était peut-être pas aussi seule qu'elle le pensait. Camille roula doucement sur les pavés de la rue du Faubourg Saint-Antoine. Ses doigts, crispés sur les roues de son fauteuil, trahissaient son anxiété. Elle s'était demandé 1000 fois si elle avait bien fait d'accepter. Le cabinet où elle devait retrouver Théo était situé dans un immeuble haussmannien, avec une rampe d'accès récemment installée. À travers la porte vitrée, elle aperçut Laurent penché sur son téléphone, l'air préoccupé. À ses côtés, Théo triturait nerveusement la fermeture de son blouson. Camille inspira profondément, redressa ses épaules et franchit l'entrée. Laurent leva immédiatement les yeux et s'avança. « Mademoiselle Dupré, merci d'être venue, » dit-il avec un sourire qui se voulait rassurant, mais qui trahissait une fatigue profonde. Théo, quant à lui, resta légèrement en retrait.
« C'est bonjour, Théo », dit Camille doucement. Le garçon leva furtivement les yeux vers elle, puis détourna rapidement le regard. Camille fit rouler son fauteuil pour se mettre à sa hauteur. « Tu sais, il n'y a pas besoin de parler tout de suite, » murmura-t-elle. « On peut aussi communiquer autrement. » Elle sortit de son sac un petit carnet à couverture bleue et un crayon. Ça, parfois, écrire ou dessiner, c'est plus facile. Théo hésita, puis tendit une main hésitante pour prendre le carnet. Laurent observa la scène, visiblement ému par la douceur de Camille. « Je vous laisse, » dit-il. « Je reste juste là, si besoin. » Camille hocha la tête et invita Théo à la suivre dans la petite salle aménagée pour les séances. À l'intérieur, des coussins moelleux, des jeux éducatifs, des affiches colorées donnaient à l'endroit une atmosphère accueillante. Théo s'installa sur un pouf, le carnet posé sur ses genoux. Pendant plusieurs minutes, Camille le laissa en paix. Elle sortit un livre illustré et commença à le feuilleter, sans un mot. Petit à petit, Théo se détendit. Il gribouilla quelques traits hésitants, puis se mit à dessiner avec plus de concentration. Camille jeta un coup d'œil discret. Sur la feuille, un oiseau enfermé dans une cage prenait forme. Elle sourit intérieurement. « Ça, c'est un très beau dessin », commenta-t-elle à voix basse. Théo releva les yeux vers elle, surpris mais pas effrayé. « Tu sais, » ajouta Camille, « parfois, on se sent enfermé, mais même les cages ont des portes. Il suffit de trouver la clé. » Théo resta silencieux, mais ses doigts se crispèrent légèrement sur son crayon. Puis, dans un souffle presque inaudible, il murmura « Et si on ne trouve jamais la clé ?» Camille sentit son cœur se serrer. « Qu'os alors ?» répondit-elle doucement. « On en fabrique une soi-même. » Théo baissa les yeux, mais un frémissement passa sur son visage. Un signe, une étincelle. Quand la séance prit fin, Théo tendit timidement son carnet à Camille. Sur la dernière page, il avait dessiné une petite clé dorée, suspendue dans l'air. Laurent, qui attendait à l'extérieur, accueillit son fils avec un regard interrogateur. Théo, sans un mot, glissa sa main dans celle de son père. Laurent leva les yeux vers Camille. Leur regard se croisa, chargé de gratitude et d'espoir. Camille sut alors qu'elle avait fait le bon choix. Ce n'était que le début. 2 jours plus tard, Camille recevait une lettre d'un notaire parisien. D'abord méfiante, elle hésita à l'ouvrir. Elle associait désormais les courriers officiels à de mauvaises nouvelles, mais la curiosité l'emporta. Mademoiselle Dupré, suite au décès de votre grand-tante Geneviève Morel, vous êtes désignée comme l'unique héritière de la librairie Saint-Clément, située rue du Temple, dans le Marais. Camille relut la lettre plusieurs fois. La librairie Saint-Clément ? Sa mère lui avait vaguement parlé d'une vieille tante excentrique qui tenait un petit sanctuaire de livres anciens, mais elle n'avait jamais visité l'endroit. Le cœur battant, Camille décida de s'y rendre le lendemain. La librairie était cachée entre une boutique de vêtements vintage et un salon de thé. La devanture de bois sombre, ornée de lettres dorées écaillées, semblait tout droit sortie d'un autre siècle. La clochette au-dessus de la porte tinta lorsqu'elle entra. L'odeur du papier ancien, mêlée à celle de la cire d'abeille, l'enveloppa instantanément. Partout autour d'elle, des étagères branlantes croulaient sous les livres. De grands globes terrestres, des lampes de cuivre et des fauteuils élimés complétèrent l'atmosphère poussiéreuse mais chaleureuse. Camille avança lentement, émerveillée.
Elle effleura les reliures anciennes du bout des doigts. Certaines portèrent des inscriptions en lettres dorées, d'autres étaient recouvertes de cuir usé. Dans une alcôve à l'arrière, elle découvrit un bureau recouvert de papier. Au centre, une grande malle de voyage marquée des initiales G, M. Elle l'ouvrit. À l'intérieur, soigneusement rangés, des lettres, des carnets et même des manuscrits. Camille reconnut des noms célèbres, Albert Camus, Colette, Jean Giono. Une lettre, en particulier, attira son attention. À Geneviève, pour ta foi indéfectible en ceux que le monde oublie. Les yeux embués de larmes, Camille referma délicatement la malle. Elle comprit alors que sa grand-tante avait été bien plus qu'une simple libraire. Elle avait été une passeuse d'âme, une gardienne de rêves. Camille passa l'après-midi à explorer la librairie. Elle trouva des coins oubliés, des échelles grinçantes, des recoins secrets, mais aussi des fissures dans les murs, des câbles électriques vétustes et des signes d'humidité alarmants. L'endroit était magnifique, mais il nécessitait une rénovation en profondeur. Sortant dans la rue, elle leva les yeux vers la façade. Le Marais, avec ses ruelles pavées et ses galeries d'art, grouillait de vie. Le quartier bouillonnait d'une énergie à la fois ancienne et moderne. Camille sentit son cœur se gonfler d'une étrange fierté. Peut-être que ce lieu pouvait devenir plus qu'une relique du passé. Peut-être que c'était ici qu'elle pouvait reconstruire sa vie. Alors qu'elle s'apprêtait à repartir, une voix familière l'interpella. « Camille ? Quelle coïncidence !» Elle se retourna. Laurent Garnier se tenait là, un sac de livres sous le bras, son sourire aussi lumineux que le soleil d'hiver. « Vous êtes cliente ici ?» demanda-t-il. Camille sourit timidement. « Pas exactement. J'ai hérité de cet endroit. » Laurent haussa les sourcils, impressionné. « C'est incroyable. Le Marais a besoin de lieux authentiques comme celui-ci. Si jamais vous avez besoin d'aide... » Il laissa sa phrase en suspens. Camille sentit son cœur battre plus vite. Ce n'était pas une offre intéressée. C'était une main tendue, sincère. Elle acquiesça doucement. Peut-être, après tout, qu'elle n'était pas seule pour reconstruire. Le lendemain matin, Camille retourna à la librairie Saint-Clément, déterminée à dresser un état des lieux précis. Armée d'un carnet de notes et de son inséparable stylo, elle inspecta chaque recoin, chaque poutre grinçante, chaque étagère menaçant de s'effondrer. Elle constata avec amertume que le bâtiment avait sérieusement besoin de réparation. Infiltration d'eau au plafond, système électrique obsolète, chauffage inexistant. La librairie était belle, certes, mais elle tombait en ruine. Alors qu'elle notait une énième anomalie, la porte d'entrée s'ouvrit doucement. Laurent apparut, un dossier sous le bras. « Bonjour », lança-t-il, un peu essoufflé. « Je me suis permis de passer. Je voulais vous parler d'un projet qui pourrait... » Vous intéresser. Camille fronça légèrement les sourcils. « Un projet ?» demanda-t-elle prudemment. Laurent s'avança dans la pièce, observant les lieux avec attention. « Je travaille sur un plan de revitalisation culturelle pour ce quartier. L'idée est de fusionner patrimoine et modernité. Librairie, galerie, café littéraire, espace numérique. » Il posa le dossier sur le comptoir poussiéreux. « Votre librairie est idéalement située. » Elle pourrait devenir un centre culturel innovant. Camille sentit une boule se former dans sa gorge. « Et que deviendraient les livres ?» demanda-t-elle d'une voix serrée. Laurent hésita.
Certains seraient conservés, mais l'espace principal serait réaménagé. Numérisation, médiathèque, ateliers interactifs. Il faut vivre avec son temps, Camille. Le ton qu'il employa, doux mais condescendant, la fit se raidir. Vivre avec son temps, répéta-t-elle amèrement. Gertie effaçait tout ce qui n'entre pas dans vos standards modernes. Elle parcourut du regard les étagères croulantes, les reliures patinées, les vieilles lettres manuscrites. Ce lieu respirait l'âme de sa grand-tante, celle d'une époque où l'on croyait encore que les livres pouvaient changer des vies. Elle releva les yeux vers Laurent. « Je ne suis pas contre l'innovation, dit-elle lentement, mais pas au prix de l'effacement. » Un silence tendu s'installa entre eux. Laurent soupira. « Je comprends, mais sans modernisation, cet endroit est condamné. » Camille sentit la colère monter. « Alors condamnez-moi aussi, lança-t-elle sèchement, parce que moi, je choisis de me battre. » Sans attendre sa réponse, elle fit pivoter son fauteuil et retourna à son inspection. Laurent resta un instant immobile, puis ramassa son dossier et s'éloigna. Dans le silence retombé sur la librairie, Camille sentit son cœur battre à tout rompre. Elle savait qu'elle venait de se faire un adversaire de taille. Mais elle savait aussi qu'elle venait de prendre sa première vraie décision depuis longtemps. Elle n'abandonnerait pas. Pas cette fois. Dès le lendemain, Camille mit son plan à exécution. Elle contacta des artisans du quartier, des amis de sa grand-tante, des passionnés de livres, des bénévoles de la communauté. Tous répondirent présents. Le chantier participatif de la librairie Saint-Clément était lancé. Chaque matin, des charpentiers, des électriciens, des libraires à la retraite et même des étudiants en lettres venaient prêter main forte. Certains réparaient les étagères, d'autres nettoyaient les vieux grimoires, d'autres encore repeignaient les murs dans des tons chauds. Camille supervisait tout d'une main de maître, son fauteuil roulant filant d'un bout à l'autre de la librairie avec une agilité impressionnante. Certains la regardaient avec scepticisme. D'autres avec admiration. Un après-midi, alors qu'elle aidait un étudiant à organiser un rayonnage thématique, deux membres d'une association littéraire réputée passèrent pour visiter. Camille les accueillit avec enthousiasme. « Bonjour, bienvenue à la librairie Saint-Clément. Nous rénovons tout en préservant l'âme du lieu. » Les deux femmes échangèrent un regard hésitant. « C'est admirable, » déclara la première d'une voix douce. « Mais gérer un espace aussi vivant demande une certaine capacité physique. Vous êtes sûr que cela ne sera pas trop ambitieux ?» La remarque, bien que formulée poliment, frappa Camille en plein cœur. Elle inspira lentement pour ne pas laisser paraître sa blessure. « Je suis sûre, » répondit-elle d'une voix ferme. « Et je ne suis pas seule. La communauté est avec moi. » Les deux femmes esquissèrent des sourires gênés avant de prendre poliment congé. Camille les observa partir, le cœur serré. La discrimination, même déguisée sous des airs bienveillants, faisait toujours aussi mal. Dans la soirée, alors qu'elle s'apprêtait à fermer la librairie, Laurent réapparut. Il observa les murs fraîchement repeints, les étagères réparées, les livres classés. « Je dois admettre que vous avez fait des miracles, » dit-il doucement. Camille haussa les épaules. « Ce n'est qu'un début. » Il hésita, puis s'approcha. « Je n'ai jamais voulu effacer ce lieu, juste l'aider à survivre. »
Elle le regarda un long moment. « Alors peut-être que vous pouvez commencer par écouter avant de vouloir changer. » Laurent sourit, un sourire humble cette fois. « D'accord, je suis prêt à écouter. » Pendant quelques minutes, ils parlèrent de l'avenir de la librairie, des projets d'ateliers d'écriture, de conférences ouvertes, d'événements inclusifs. Pour la première fois, Camille sentit une possibilité de collaboration naître, fragile mais réelle. Quand Laurent partit, elle resta seule dans la librairie, baignée dans la lueur dorée des lampadaires extérieurs. Elle contempla les rayonnages, les livres anciens, les souvenirs flottant dans l'air, et elle sut, au plus profond d'elle-même, qu'elle ne reconstruisait pas seulement un lieu, elle reconstruisait sa vie. Le printemps s'installait doucement sur Paris. Les terrasses débordèrent de vie, les arbres du Marais se couvraient de feuilles tendres, et la librairie Saint-Clément retrouvait peu à peu son éclat d'antan. Camille, assise à son bureau, relisait un manuscrit oublié de sa grand-tante, préparant la prochaine exposition littéraire. Elle travaillait avec passion, sentant à chaque page tournée son lien avec ce lieu se renforcer. Un matin, alors qu'elle ouvrait les volets de la devanture, elle le vit. Antoine, son ex-fiancé. Appuyé contre un lampadaire, l'air nerveux, les mains enfoncées dans les poches de son manteau. Le choc lui coupa le souffle. Durant une seconde suspendue, le monde sembla vaciller. Antoine s'avança, un sourire hésitant aux lèvres. « Camille » murmura-t-il. Elle se redressa instinctivement dans son fauteuil, tendu. « Que fais-tu ici » demanda-t-elle froidement. Il passa une main nerveuse dans ses cheveux. « Je voulais te parler. » Je suis désolé. Le mot flotta dans l'air, vide de sens. Camille resta silencieuse, attendant la suite. « Je sais que j'ai tout gâché, » poursuivit-il, évitant son regard. « Je n'ai aucune excuse, mais je suis prêt à réparer ce que j'ai fait. » Elle haussa un sourcil. « Réparer ? Avec quoi ? Des mots vides ?» Il sortit une enveloppe de sa poche. « Voici un chèque, pour tout l'argent que je t'ai volé, avec les intérêts. » Camille prit l'enveloppe sans la regarder. « Tao, et tu crois qu'un chèque efface tout ?» demanda-t-elle, la voix tremblante de colère contenue. Antoine sembla désemparé. « Non, mais je voudrais qu'on recommence. Toi et moi, j'ai changé. » Elle éclata d'un rire amer. « Tu n'as pas changé, Antoine. Tu es juste en train de perdre. Et maintenant que je me reconstruis sans toi, tu veux revenir. » Il fit un pas en avant. « Camille, je t'aime. » Elle recula légèrement. « Non, tu aimes l'idée de moi quand j'y étais faible. » Mais regarde bien. Elle désigna la librairie autour d'eux, vibrante de vie. « Je ne suis plus cette femme. » Antoine baissa les yeux, vaincu. « Alors, il n'y a plus d'espoir. »« Non, » répondit-elle doucement, presque avec compassion. « Pour toi, non. » Sans un mot de plus, il tourna les talons et s'éloigna dans la foule de la rue. Camille ferma la porte de la librairie à clé, ses mains légèrement tremblantes. Elle resta un moment adossée à la porte, sentant le poids de son passé se détacher d'elle. Elle était libre. Enfin, le printemps éclatait en mille couleurs dans les rues de Paris. À la librairie Saint-Clément, l'activité battait son plein. Sous l'impulsion de Camille, un salon littéraire estival avait été organisé, rassemblant écrivains, éditeurs, lecteurs passionnés et artistes de rue. La librairie S était transformée en une ruche bourdonnante.
Des guirlandes de lampions couraient le long des étagères, des chaises de jardin étaient installées entre les rayons, et les rires fusaient. Camille observait la scène depuis son fauteuil, le cœur gonflé de fierté. Théo, assis dans un coin, participait à un atelier d'écriture animé par un jeune romancier prometteur. Son visage, habituellement fermé, s'illuminait à chaque mot écrit. Laurent arriva, portant 2 cafés. « Ça est pour la directrice du plus beau salon littéraire de Paris », dit-il en tendant une tasse à Camille. Elle rit doucement. « N'exagérons rien. Je n'exagère jamais quand il s'agit de ce qui compte. » Leurs regards se croisèrent un peu plus longtemps qu'à l'habitude. Depuis plusieurs semaines, une complicité douce, patiente, avait tissé entre eux des liens invisibles. Camille détourna les yeux, troublée. Laurent s'assit à ses côtés. « Je regarde ce que tu as accompli, » dit-il doucement. « Tout le monde ici respire mieux grâce à toi. » Elle serra son café entre ses mains. « Ce n'est pas seulement moi, c'est toute une communauté. »« Oui, » répondit-il, « mais sans toi, il n'aurait pas su par où commencer. » Pendant ce temps, dans un recoin de la librairie, un journaliste prenait des notes frénétiquement. L'histoire de Camille et de la renaissance de la librairie Saint-Clément commençait à faire du bruit dans les cercles littéraires. Quelques jours plus tard, un article parut dans un important journal culturel parisien. Une librairie historique renaît sous la bannière de l'inclusion et de la poésie vivante. Camille lut l'article, émue. Elle avait dédié une section entière de la librairie aux œuvres inspirées des carnets de sa grand-tante. Des livres accessibles à tous, en braille, en grands caractères, des ateliers de lecture inclusive. Les réactions ne tardèrent pas. Des éditeurs reconnus, des enseignants, des défenseurs de l'accessibilité culturelle prirent contact avec elle. La librairie Saint-Clément devenait un symbole, une victoire silencieuse, née de la douleur mais construite avec amour et résilience. Un soir, après avoir rangé les derniers livres, Camille et Laurent s'assirent sur les marches de la librairie, partageant un silence confortable. « Tu sais, » dit Laurent, « je pensais que tu étais fragile. » Elle haussa un sourcil amusé. « Et maintenant ?» Il sourit. « Maintenant, je sais que tu es faite d'acier. » Camille éclata d'un rire léger. Le ciel au-dessus d'eux était violet et or, baigné des dernières lueurs du crépuscule. La vie continuait, belle et imprévisible. Et Camille était prête, plus que jamais, à l'embrasser. L'été approchait et la librairie Saint-Clément ne désemplissait plus. Entre ateliers d'écriture, lectures publiques et signatures d'auteurs, l'espace vibrait au rythme d'une effervescence nouvelle. Théo semblait s'épanouir. Camille constatait avec bonheur ses progrès lors de chaque séance. Il parlait maintenant par petites phrases, surtout lorsqu'il était plongé dans les histoires qu'il écrivait. Un jour, l'école organisa un concours d'écriture. Théo, encouragé par Camille et Laurent, accepta d'y participer. Son texte racontait l'histoire d'un garçon oiseau qui, incapable de chanter, finissait par inventer une langue uniquement faite de gestes et de lumière. Le jour du concours, Camille accompagna Théo à l'auditorium de son collège. La salle était pleine d'élèves, de parents et de professeurs. Sur scène, les enfants défilaient pour lire leurs textes au micro. Quand vint le tour de Théo, Camille vit ses épaules se raidir. Il monta sur scène, tenant son cahier tremblant entre ses mains. Le silence tomba. Pendant quelques secondes, il fixa le micro, puis
la salle, les visages attentifs, les regards inquisiteurs. Théo ouvrit la bouche, mais aucun son ne sortit. Un léger ricanement partit du fond de la salle. Camille sentit la colère monter en elle. Théo baissa les yeux, ses joues rouges de honte. « Ça allait, le muet !» lança une voix moqueuse. Camille fit rouler son fauteuil vers la scène, brisant sans vergogne le protocole. « Théo, dit-elle d'une voix claire, lis comme tu veux, ou montre-le autrement. » Le garçon leva les yeux vers elle. Elle y lut le désespoir, puis une étincelle de défi. Théo serra son cahier contre lui. Puis, d'un geste sûr, il ouvrit son carnet et montra les dessins qu'il avait faits pour accompagner son texte. Des plumes dorées, des éclats de lumière, des gestes esquissés. Sans un mot, il fit défiler les images devant le public. La salle, d'abord perplexe, se laissa peu à peu captiver. À la fin, un tonnerre d'applaudissements éclata. Théo descendit de scène, en larmes. Camille l'accueillit dans ses bras. « Tu as trouvé ta voix, Théo » murmura-t-elle. À l'extérieur, sous le soleil éclatant, Laurent les rejoignit, les yeux brillants d'émotion. « Je suis tellement fier de toi, » dit-il à son fils. Camille les observa, le cœur gonflé de tendresse. Mais la paix retrouvée ne dura pas longtemps. Quelques jours plus tard, alors qu'elle triait le courrier, Camille découvrit une brochure glissée entre les lettres. Une plateforme numérique littéraire venait d'ouvrir. Un projet concurrent qui promettait l'accessibilité totale à la littérature pour tous. À la tête du projet, Antoine. Il utilisait leurs idées, leurs concepts, tout ce que Camille avait construit avec tant de peine. La trahison la frappa comme une gifle. Elle serra la brochure entre ses mains. La bataille ne faisait que commencer. Le printemps laissait place à un été radieux. Les journées s'étiraient sous un ciel limpide, et Paris semblait vibrer d'une énergie fébrile. À la librairie Saint-Clément, Camille préparait la cérémonie de renaissance, prévue pour marquer le premier anniversaire de son mariage raté. Elle avait conçu l'événement comme un hommage à la vie, à la résilience, inspiré par la philosophie existentialiste française. L'idée que l'existence précède l'essence et que chacun forge son propre chemin. Les invités s'installèrent dans la librairie transformée pour l'occasion. Guirlandes de lumière, fleurs sauvages, extraits de poèmes suspendus au mur. Camille ouvrit la cérémonie en lisant un texte écrit de sa main. « Nous ne sommes pas définis par nos chutes, mais par la façon dont nous nous relevons. » Le public retint son souffle, ému. À la fin de la lecture, Laurent s'approcha d'elle. Il tenait dans les mains une petite boîte en velours bleu. Camille sentit son cœur s'emballer. Laurent s'agenouilla devant elle à hauteur de son fauteuil. « Camille, dit-il, la voix tremblante, je ne veux pas seulement faire partie de ta vie, je veux construire la nôtre ensemble. » Il ouvrit la boîte, une bague fine, délicate, ornée d'une minuscule plume en or. Autour d'eux, la salle retint son souffle. Camille sentit les larmes lui monter aux yeux. À cet instant précis, Théo s'avança, tenant un cahier dans ses mains. Il l'ouvrit et lut, d'une voix timide mais claire. « Camille, grâce à toi, j'ai appris que parler n'est pas la seule façon de se faire entendre. Tu es comme une clé qui ouvre les cages invisibles. Merci. » Un murmure d'émotion parcourut l'assemblée. Camille porta une main à ses lèvres. Elle avait tant rêvé de ce moment, et pourtant, le doute, insidieux, s'infiltra dans son cœur. Et si elle se trompait à nouveau? Et si l'amour n'était qu'une illusion fragile?
si, une fois de plus, elle se retrouvait abandonnée. Elle regarda Laurent, Théo, la librairie remplie de vie, puis elle regarda en elle-même. Elle ne pouvait pas répondre. Pas encore. Pas ce soir. Elle prit doucement la main de Laurent et ferma la boîte. « Donne-moi du temps », murmura-t-elle. Laurent, sans cesser de sourire, hocha la tête. « Autant que tu en voudras. » Ils restèrent ainsi, main dans la main, au milieu d'une mer de livres et d'étoiles suspendues. Et quelque part en elle, malgré la peur, Camille sut qu'elle avançait dans la bonne direction. Quelques jours après la cérémonie de renaissance, Camille reçut un courrier en recommandé, une enveloppe épaisse, officielle, marquée du sceau de la mairie de Paris. Intriguée, elle l'ouvrit. En parcourant les lignes, son cœur se glaça. Le document stipulait que la librairie Saint-Clément faisait désormais partie d'un périmètre urbain ciblé pour un projet de réhabilitation majeur. Une demande de préemption avait été déposée par un groupe privé, et parmi les signataires figurait Antoine. Elle sentit la pièce tourner autour d'elle. Il n'avait pas seulement lancé une plateforme concurrente, il tentait maintenant de lui arracher l'âme de son projet, son refuge, sa maison. Camille ferma les yeux, inspirant profondément. Non, pas cette fois. Elle se précipita à la mairie. Là, on lui confirma que des documents avaient été présentés, incluant une cession volontaire masse de la librairie, prétendument signée par elle-même. Mais Camille n'avait jamais signé quoi que ce soit. La signature était une contrefaçon. Elle sortit de la mairie, le dossier sous le bras, la colère brûlant dans ses veines. De retour à la librairie, elle convoqua Laurent et quelques proches alliés. Autour d'une table bancale, au milieu des piles de livres, elle exposa la situation. « Car ils veulent nous effacer, dit-elle, la voix tremblante d'indignation. Effacer ce lieu, notre travail, nos rêves. » Laurent posa une main ferme sur la sienne. « Alors on va se battre, jusqu'au bout. » Ils mirent au point une stratégie. Laurent rassembla ses contacts dans le monde de l'édition et de la culture. Camille prit contact avec des associations de défense du patrimoine. Ils alertèrent les journalistes, les intellectuels, les amoureux du Marais. Et surtout, ils firent appel à la communauté. Le projet était clair, montrer que la librairie Saint-Clément n'était pas seulement un bâtiment vétuste, mais un pilier vivant de la culture parisienne. Un symbole. Le jour de la grande mobilisation arriva. À l'aube, des dizaines de bénévoles affluèrent devant la librairie. Des étudiants en lettres, des retraités passionnés, des écrivains engagés, des enfants du quartier. Ensemble, ils installèrent une scène improvisée sur les marches de la Sorbonne. Un marathon de lecture de 24 heures allait commencer. Chaque participant lirait un extrait d'une œuvre littéraire, célèbre ou oubliée, célébrant la diversité et l'inclusion que Camille incarnait. Laurent monta le premier sur scène. Il lut un extrait de La Peste d'Albert Camus, sa voix grave résonnant dans le matin frais. Puis vinrent les poèmes de René Char, les manifestes de Marguerite Yourcenar, les lettres de George Sand. Camille, assise au premier rang, sentit ses yeux s'embuer. Chaque mot, chaque souffle, chaque page tournée était un acte de résistance. La journée avança, le soleil traversant lentement le ciel de Paris. Le marathon de lecture continuait, inlassablement. À la tombée de la nuit, Théo monta sur scène. Il portait une chemise blanche trop grande et un regard déterminé. Dans ses mains, un carnet,
Camille sentit son cœur se serrer d'émotion. Théo prit une grande inspiration, puis parla d'une voix claire. « Je m'appelle Théo Garnier. Avant, je croyais que la littérature, cessée, était pour les autres, les forts, les beaux, ceux qui parlent fort. Mais ici, j'ai compris que les livres appartiennent à tout le monde. Que l'important, ce n'est pas de parler fort, c'est de parler vrai. » Un frisson parcourut la foule. Théo continua. « La librairie Saint-Clément est un endroit où chacun peut trouver sa voie, un endroit où être différent est une force. Ne la laissez pas disparaître. » Quand il termina, un tonnerre d'applaudissements éclata. Camille essuya discrètement une larme. Laurent, debout à ses côtés, posa une main légère sur son épaule. « Regarde ce que tu as créé, » murmura-t-il. Le lendemain, la mairie convoqua une réunion exceptionnelle. Camille, accompagnée de Laurent, Théo et d'une poignée de soutien, entra dans la grande salle austère. En face d'eux, les promoteurs, froids et arrogants. Mais cette fois, Camille n'était pas seule. Dossiers, pétitions, lettres de soutien, articles de presse, tout avait été méticuleusement préparé. Laurent prit la parole. « Nous avons prouvé que ce lieu est un patrimoine vivant. » Un espace d'inclusion, de culture, de mémoire. Il déroula les témoignages, les preuves d'importance historique de la librairie. Face à cette avalanche de soutien public et médiatique, les représentants de la mairie reculèrent. Le projet de rachat fut suspendu. La librairie Saint-Clément était sauvée. Quand la nouvelle tomba, Camille ferma les yeux, submergée par la vague d'émotions. Autour d'elle, la communauté éclata en cris de joie, en rires, en accolades. Laurent la serra dans ses bras, fort, longtemps. « Tu as gagné, Camille, » souffla-t-il. Elle secoua la tête. « Nous avons gagné. » Dehors, sous le ciel de Paris, la librairie brillait de 1000 petites lumières, comme un phare au milieu de la ville. Et Camille comprit que ce qu'elle avait reconstruit allait bien au-delà des murs et des livres. Elle avait recréé un foyer, un endroit où chacun pouvait enfin se sentir à sa place. Deux mois après la victoire de la librairie Saint-Clément, Camille se préparait à un nouveau départ. Elle avait été invitée à participer à une table ronde au prestigieux Festival littéraire d'Avignon pour parler d'accessibilité culturelle et de la renaissance de la librairie. C'était un honneur immense. Laurent et Théo l'avaient accompagnée à la gare Montparnasse, leur fierté éclatant dans leurs regards. « Casse-brille, Camille !» avait murmuré Laurent en posant un baiser discret sur sa main. À Avignon, tout sembla irréel. Camille monta sur scène dans une grande salle emplie de figures du monde littéraire. Elle parla de l'importance de l'inclusion, du pouvoir des livres, de la nécessité de créer des espaces pour tous. À la fin de son intervention, une ovation debout la submergea. Elle comprit alors que son combat, né de l'humiliation et de la douleur, avait pris une dimension bien plus grande qu'elle-même. De retour à Paris, un étrange silence régnait dans la librairie Saint-Clément. La devanture était close, les vitrines voilées de rideaux. Camille, intriguée, poussa la porte. À l'intérieur, la lumière était tamisée. Un chemin de livres, soigneusement disposé, serpentait à travers la librairie. Sur chaque couverture, un mot formant une phrase. Ici, ton histoire a commencé, ici, elle continue. Camille avança lentement, le cœur battant à tout rompre. Au centre de la pièce, sous la grande verrière restaurée, se tenaient Laurent, en costume sombre, et Théo, rayonnant. Autour d'eux,
des amis, des voisins, les membres de la communauté littéraire. Tous souriaient, silencieux, complices. Laurent s'approcha, tenant une petite boîte dans ses mains. « Tiens, Camille, dit-il, la voix légèrement tremblante, je n'ai pas voulu t'interrompre pendant que tu écrivais ton propre chapitre à Avignon. Mais maintenant, je te demande si tu veux écrire la suite avec moi. » Il s'agenouilla, tenant la boîte ouverte. À l'intérieur, une bague simple, élégante, sertie d'une minuscule plume d'or. Camille sentit ses yeux s'embuer. Cette fois, aucun doute. Aucun fantôme du passé ne venait troubler son cœur. Elle lança un regard à Théo, qui tenait un cahier ouvert. Dessiné sur la page, un oiseau libre, les ailes déployées. Camille éclata d'un rire joyeux, pur, éclatant. « Oui, » murmura-t-elle. Un souffle d'allégresse parcourut la librairie. Laurent glissa doucement la bague à son doigt. Autour d'eux, les livres semblaient murmurer des bénédictions invisibles. Les gens applaudirent, puis se dispersèrent discrètement, les laissant seuls au centre de cet endroit qu'ils avaient sauvé, reconstruit, réinventé ensemble. Laurent caressa la joue de Camille, son front contre le sien. « Merci de m'avoir laissé trouver la clé de ton cœur, » souffla-t-il. « Merci de l'avoir mérité, » répondit-elle, les yeux brillants. Théo s'approcha timidement et les étreignit tous les deux. À cet instant précis, ils n'étaient plus simplement Camille, Laurent et Théo. Ils étaient une famille, imparfaite, inattendue, mais infiniment vraie. Quelques semaines plus tard, la librairie Saint-Clément ouvrit ses portes pour une nouvelle saison. Un panneau ornait l'entrée. Librairie Saint-Clément. Ici, toutes les voix comptent. À l'intérieur, des lecteurs de tous horizons, de toutes langues, de toutes capacités se croisaient, lisaient, échangeaient. Camille roulait entre les rayonnages, saluant les habitués, conseillant les nouveaux venus. Laurent travaillait à une table du fond, développant des projets d'édition inclusive. Théo animait un atelier de création multimédia pour les jeunes auteurs. Et au cœur de tout cela, vibrante, palpitante, battait une évidence. L'amour, la résilience et la littérature avaient triomphé. Camille leva les yeux vers la verrière baignée de lumière. Elle sourit. Son histoire ne s'était pas terminée à l'église, ce jour où tout semblait perdu. Elle n'avait fait que commencer, et le plus beau restait encore à écrire.